panique dans l'oreillette, c'est aussi sur France2.fr. Démon de minuit, ce soir nous recevons Anna Prucknall, elle chante « Je vous aime ». Nous recevons Jean-Marc Borello, SOS, contre toute attente. Et puis Claude Lévesque, Le Grand Soir, c'est à Venise, c'est la Biennale. Enfin Michel Lèbre, Sur le sable, son dernier roman, chez Sabine Vespizer, éditeur. Démon de minuit, tout de suite après le journal. Qui s'appelait Événement. Dimanche soir, sur la plaine de jeu de Bagatelle, ce sont les décibels qui squattent la pelouse. Faites de la musique dès 20h35 sur France 2. Les stars jouent le live à fond avec RFM. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la à la fête de la musique. Ça vous tente un petit repas de famille, live comme ça, improvisé? Hop là! D'abord, on se farcit les invités. Bouh! Oh bah vous dites la journée parce qu'il y a un con dans la famille, hein. Ensuite, on les passe tous à la casserole. Tu sais pourquoi les fonctionnaires regardent pas par la fenêtre le matin? Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent l'après-midi? Je vous promets que c'est gratiné, un vrai régal. Bernard, ça fait pas tout le fric. Regarde-toi, t'es bourré de pognon, t'as jamais pu te payer un cerveau. Au repas de famille des Chevaliers du Fiel, on passe tous à table, samedi à 20h35, en direct sur France 4. Il était miraculeux que l'accord de ces deux hommes, si différents de tempérament et de goût, eût été assez spontané pour déboucher sur une amitié profonde. Car le roi était le contraire d'un artiste romantique comme Dionys. J'ai eu envie de raconter une amitié hors du commun entre deux hommes qui n'auraient pas dû s'aimer, qui auraient dû plutôt se détester, puisque le père de l'un a été tué par les communards et le père de l'autre par les Versaillais. Et ils se retrouvent au pied de la colonne Vendôme en cours de reconstruction au printemps de 1875. Et là va naître entre ces deux êtres complètement dissemblables, un artiste, un musicien, un peu timide, un peu coincé, et un juriste qui, au contraire, épouse la vie et conduit la vie à pleine rêne, et est peu scrupuleux dans ses façons d'agir, et qui adore la vie, les femmes, le bien manger, Et etc. dans ce Paris du 19e siècle arrive aussi une jeune femme, Cléa, qui vient d'Alsace. Voilà, alors vous savez, je m'étais aperçu en écrivant, en préparant ce livre, que les Français avaient un peu oublié pendant cette période, pendant l'adolescence de la Troisième République, ils avaient un peu oublié que l'Alsace et la Lorraine étaient germanisées, enfin une partie de la Lorraine, la Moselle notamment. Et j'ai voulu aussi rappeler ces événements et rappeler surtout le sort de ces réfugiés alsaciens et lorrains. Il y en avait plus de 100 000 dans la région parisienne. Et j'ai voulu montrer combien le sort de ces gens avait été douloureux et complexe en même temps, et incompris par les Français. Est-ce qu'on peut dire que le 19e siècle est un siècle pour les écrivains? Il y a tellement de choses à raconter. C'est le siècle qui a tout inventé, comme je vous le disais, et en plus, il est d'une grande richesse sur le plan social, sur le plan du développement des mœurs, de la libéralisation des mœurs, et en même temps, en l'étudiant, on prend conscience des progrès que nous avons faits et que la République a fait faire aux Français. L'Alsacienne, un roman fleuve de Maurice Denuzière. Dans quelle étagère? C'est aussi sur France2.fr. Inédit. Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs. Dans l'épuration, il y a une idée de l'avenir, de la société que l'on veut. Quelle France veut-on reconstruire? Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Mais les victimes ne sont pas présentes au procès. C'est un face-à-face entre le collaborateur et la nation. De la Libération au procès de Maurice Papon, le fonctionnement et les enjeux de l'épuration en France. Demain soir sur France 2.
Envie de partir? Pour profiter des beaux jours, destination Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc, simplement merveilleux. Bonne nuit à tous. L'anticyclone qui se trouve sur le proche Atlantique a gonflé. Résultat, mercredi a été une très belle journée avec beaucoup de soleil sur la plupart des régions, de moins en moins de nuages et des températures chaudes. Par exemple, 25 degrés à Dinard, mais surtout au sud, c'est là qu'il faisait le plus chaud. Souvent plus de 30 degrés, par exemple 31 à Bordeaux et à Dax, 32 à Carpentras, à Avignon, à Albi et 34 degrés la maximale à Figari. Donc, certains nuages s'en vont, mais d'autres arrivent. On le voit sur cette animation satellite et ils seront présents au lever du jour entre les Pays de Loire et les Ardennes, de la grisaille et quelques gouttes de pluie. Sur les côtes de la Manche, le temps se dégagera progressivement. Le matin, il restera de l'humidité. Et puis à l'avant, vous le voyez, beaucoup de soleil, quelques cumulus qui circuleront. L'après-midi, la perturbation avancera assez lentement. Elle se désagrégera en même temps. Donc des Pays de Loire aux Ardennes et à la Lorraine, il restera beaucoup d'humidité, mais plus de pluie. Et puis quelques trouées apparaîtront sur ces régions. À l'arrière, vous le voyez, de très belles éclaircies à nouveau. À l'avant, toujours ce beau temps, mais des averses qui pourront arroser le relief des Pyrénées, du Massif central ou encore des Alpes, et ces averses pourront être accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les températures, le matin, 12 degrés, la minimale à Cherbourg, la maximale 20 degrés à Perpignan, à Nice et ainsi qu'à Marseille. L'après-midi, les températures s'échelonneront de 19 à Brest et Cherbourg, à 31 degrés à Grenoble ainsi qu'à Marseille. Le temps maintenant pour les 3 journées suivantes, vendredi, samedi et dimanche. Alors vendredi d'abord, toujours notre perturbation qui va se réactiver. On la retrouvera à la mi-journée entre le sud-ouest, les Alpes et la Franche-Comté. Donc beaucoup de nuages, des plus faibles sur le sud-ouest, mais dans la partie est de ce front, là, les pluies seront plus marquées. Il y aura même parfois un coup de tonnerre. À l'arrière de la perturbation, retour du soleil, mais des températures beaucoup plus fraîches. Et à l'avant, toujours du soleil. Puis là, il fera bon. Samedi, on va retrouver le soleil sur la plupart des régions. De l'humidité parviendra à passer les frontières du nord. Donc là, il y aura quelques gouttes de pluie, des nuages. Et puis, vous voyez que le temps s'améliorera nettement en direction du sud. Le vent va se lever sur le sud-est. Et puis, il y aura de l'instabilité sur la Côte d'Azur et la Corse. Dimanche, enfin, jour de la fête de la musique. Du soleil, quasiment partout, mais de l'humidité le long des frontières du nord et de la neige sur les Alpes du Nord à 2000 mètres d'altitude. Indice de confiance pour cette journée de dimanche, 3. Demain, nous serons le jeudi 18 juin. Nous allons fêter les Léonces et nous gagnerons 1 minute d'ensoleillement. Et puis vous retrouverez Nathalie Riouet dès 6h30 aux côtés de William Lémergie dans Télématin. D'ici là, très bonne nuit sur France 2. Merci. Darty, le contrat de confiance. Est-ce que la donne aurait enfin changé? Je m'allonge à l'avenant, des journées rallongées. J'ai envie d'écrire toujours en français, c'est un besoin vital chez moi de m'exprimer dans ma langue maternelle pour capter un peu l'air du temps, pour raconter des histoires aux gens, même si on n'est pas dans une filiation de raconter le quotidien. Et donc le français, c'est très important. Les influences françaises en termes de texte, c'est celui vraiment qui me touche le plus, c'est Landsman. Je suis un fan de Jacques Dutronc et des premiers Dutronc, avec d'autres comme Antoine Nino Ferrer. On est dans cette tradition un peu chanteurs qui s'amusent, qui font de la chanson dégagée, décalée. L'été revient, démolaire, j'irai bien, tu vas lui prendre l'air, et le train dévaler enfin la grève, et demain, joker à colère éternelle, en fait là. L'habillage musical d'Archimède, c'est vraiment le rock anglo-saxon. Moi, quand je compose une chanson, c'est toutes mes influences. J'ai baigné vraiment dans le renouveau du rock anglais, avec Oasis, Supergrass, les Dandy Warhols qui ne sont pas forcément anglais, qui sont Portland. On peut la considérer comme une musique simple, puisque ça ne va pas chercher avec des sons, etc. C'est des guitares balancées avec des riffs un peu à l'ancienne. Mais voilà, moi, c'est la musique que j'écoute et quand je compose, je ne me pose aucune question. Prendre la vie comme elle vient, prendre la vie comme elle est, prendre la vie comme elle vient, prendre la vie comme elle est. Merci vraiment du fond du cœur.
Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des mots de minuit et je vous propose ce soir de décliner l'expression « grand soir ». Comme on pourrait parler de révolution, d'évolution ou de peut-être de réforme. Et on va essayer de décliner cette expression grand soir avec tous nos invités. Par exemple, Jean-Marc Borello, SOS contre toute attente. Jean-Marc Borello, vous êtes délégué général de SOS Group et vous mettez la solidarité au cœur de votre entreprise. Tous les mots sont importants. Solidarité, entreprise, dans toutes les acceptions du terme. À vos côtés, Claude Lévesque, Le Grand Soir. Le Grand Soir, c'est le titre de ce que vous faites actuellement à la Biennale de Venise, où vous occupez le pavillon français. Mais de vous, Claude Lévesque, on retient cette idée que l'art doit se mettre où il doit être, c'est-à-dire partout. À vos côtés, Michel Lèbre, Sur le sable, Sabine Vespizer, éditeur. Le Grand Soir aussi, peut-être que le Grand Soir, c'est le moment où la personne essaie de retrouver son identité au travers des différents chemins de la mémoire. On verra ça tout à l'heure avec vous et à travers vos livres et votre écriture. Et puis le Grand Soir parce que Anna Prucknall, parce qu'il y a beaucoup de musique dans cette émission. Après tout, c'est la semaine de la fête de la musique et on a le plaisir, c'est un grand soir, de recevoir Anna Prucknall. Premier titre, Ma dissidence. Vous êtes accompagnée, chère Anna Prucknall, par Antoine-Marie Millet au pied. Venez nous rejoindre, Anna. Je fredonnais avec elle et je me souvenais d'Anna Prucknall sur la scène du théâtre du Châtelet avec son beau visage, son jean et son blouson de cuir. Nous étions venus l'applaudir à plusieurs, son répertoire était aussi le nôtre, frêle et nerveux, son corps se tendait sur les accords du piano, sa voix nous serrait le ventre, elle chantait nos espoirs et nos colères, les textes que nous aimions, nous étions debout pour la saluer, la voix de la vieille femme me donnait des frissons, je ne pouvais m'empêcher de penser à celle d'Anna. C'était un temps lointain. Anna Prucknall, c'est bien, sans le savoir, je vous ai retrouvé dans le canapé rouge de Michel Lèbre, qui est là aussi ce soir. Mais Michel Lèbre, pourquoi est-ce que vous faites allusion à Anna au détour du canapé rouge ? Je ne sais pas, parce que, vous savez, quand on écrit, la pensée, vagabonde, hein, et tout d'un coup, la pensée d'Anna est arrivée parce que je pensais probablement à ces années 70. Des années assez heureuses, effervescentes. Et je me souvenais de ces concerts au Châtelet, la grande salle du Châtelet, quand elle arrive à Paris. Et effectivement, elle descendait les marches dans la première partie du spectacle avec son blouson de cuir et son jean. Et dans la seconde partie, elle était dans une magnifique robe du soir. Et c'était absolument superbe. Et je me souviens, on y est allé effectivement à plusieurs fois. Voilà, et on était complètement chavirés. J'avais acheté tous les disques, elle m'a accompagnée pendant des années et elle m'accompagne encore. Voilà. Anna Prucknall, pourquoi est-ce que... Alors, si j'avais quelque chose à dire, parce que je vous suis également, j'ai été de ceux qui sont allés vous voir dans ces années-là, pourquoi est-ce que vous êtes, alors que vous avez réussi pas mal de choses, entre le cinéma, le théâtre, la poésie, cette manière de faire de la scène, pourquoi est-ce que vous êtes toujours tellement écorchée vive ? Est-ce que c'est parce que vous êtes polonaise ? Peut-être je suis slave, mais peut-être aussi parce que j'ai vécu l'histoire. J'ai vécu ces histoires qu'elle, dans ce livre, elle met ces histoires personnelles dans vraie l'histoire de l'époque. Et c'est pour ça, peut-être, c'est intéressant, et ça m'intéressait
ces livres aussi, on ne peut pas sortir de l'époque où on vit. Il y a ceux qui savent écrire mais on peut peut-être moi, je suis horrible, je suis traqueuse, j'ai refusé de faire tous les télés, toute la vie, mais je dis, Barbara n'a pas fait, elle a quand même réussi. Moi, j'ai refusé, je me rends compte, si je ne fais pas la télé, on m'oublie. Alors, je suis très heureuse et je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'inviter avec les amis. On ne vous oublie pas parce que vous êtes à Avignon dans une quinzaine de jours. Donc là, il y a à nouveau ce besoin de scène, ce besoin de spectacle, ce besoin de chanter. C'est-à-dire, comme Jean Maillan, avec qui j'ai vu, il a sorti son livre de chansons et contre-chansons. Et je me dis, il faut peut-être, il sort tout de suite maintenant, nouvel roman, tout ça. Je dis, bon, pourquoi pas qu'il intervient et je chante que ses chansons à lui. Donc, vous avez vu, vraiment, j'avais le trou. Et en deuxième, je veux mourir, c'est sûr. Je l'ai pas chanté la fin de l'émission, s'il vous plaît. Parce que... Je ne chantais pas depuis 30 ans, mais à Avignon, j'ai encore le temps, je vais apprendre. Voilà, j'apprends. Et avec lui, les chansons et contre-chansons, et comme je suis très très liée avec la littérature, j'ai quelque chose à dire à ma... Vous voulez lui dire quelque chose? Ouais. Bah dites-lui. Je peux? Oui. J'ai un cadeau. Ah ben, faites-lui un cadeau, si vous voulez. Non, mais c'est que j'ai acheté son livre, son Canapé rouge, parce qu'on parle là-bas, dans le livre, on parle de l'aide de Kafka, de madame que je pas connaissais bien, mais c'était très important. Elle avait une copine que tous les deux, ils étaient dans un camp de concentration. Et il y a une qui a dit, celle qui va survivre, va écrire sur l'autre. Et c'était très important. Et bon, j'entends de son livre, j'y vais dans mon librairie, et un type. Il dit, ah, vous achetez ce livre? Oui, je vais acheter ce livre. Il m'a dit, et vous ne connaissez pas le Nina par hasard? Je dis, non, je ne connais pas. Alors, il dit, attendez 10 minutes, je vous les apporte. Il m'apporte un livre, type que je ne connais pas du tout. Il reprend son vélo. Je ne connais pas son nom. Alors, elle, peut-être, elle le connaît. C'est dédicacé. Alors, c'est un cadeau. C'est dédicacé pour elle. Alors, montrez-nous ce que c'est un livre magnifique. Parce que là, on découvre le Nina par hasard de Michel Lèbre, édition du Seuil. Et alors, vous êtes... Il y a une dédicace dedans. Merci. C'était un commentaire sur votre livre, donc. Non, mais c'est une dédicace de quelqu'un à qui je l'ai dédicacé effectivement et qui m'a avoué après vous avoir prêté ce livre, voilà. Oui, prêté, mais je ne le connais pas. Il n'est jamais revenu. Et puis effectivement, vous ne pouvez pas le lui rendre, donc je vais faire la passeuse et je vais le lui rendre. Merci Anna. C'était comme une overdose. Parfois, on ne s'en réveille pas, une drogue dure. Une seule fois suffit et déjà te voilà dépendante, accoutumée. Syndrome de sevrage. Oui, je n'ai observé aucune prescription, aucun mode d'administration ni fréquence, même pas les mises en garde spéciales de la direction de la DEFA. Je me préoccupais pas des regards moqueurs, des allusions triviales, de la mesquinerie ou de la jalousie de ceux qui me croisaient dans les allées ou la cantine des studios de Babelsberg. La seule chose que j'ai respectée, c'était la date limite. Anna Prucknall avec Jean Maillan, ceci vous l'écrivez en 2002 et vous racontez cette incroyable histoire d'amour avec cet homme qui est toujours à vos côtés. Oui. Drogue dure. Si quelqu'un veut de moi. Non, n'importe quoi. Bon, oui. On est toujours... C'est ma grande histoire d'amour, c'est vrai.
Belle chanson également, hein, Ma grande histoire d'amour. Il écrit les choses bien. Vous chantez, on va vous retrouver en 1980 avec les Mauvais garçons dans la vallée, c'est de Pier Paolo Pasolini. Et c'est une chanson qui avait été jouée et interprétée dans le film Sweet Movie, qui avait été interdit en Pologne, qui a été menacé de censure en France, et également qui était un film étonnant de Dusan Makavejev. Et en 1996, on vous retrouve après un récital et une consoeur vient vous voir. Parcours. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ad un ricco, gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, che regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. Jenny, let's go! Bravo. Tu me trouves chic. Je te trouve très bien, je te trouve comme on espère te trouver, c'est-à-dire toujours avec cette technique à toi très particulière comme ça, où tu peux passer d'une chose à l'autre incroyablement, de tas de personnages, et toujours très précise, très belle, très émouvante en même temps, très drôle en plus. Drôle? Oui. C'est Catherine Ringer qui venait vous saluer. Mais c'est Catherine, c'est ma copine, comme ce que j'ai vécu, tout ça. Mais ne vous mangez pas. Il faut que vous nous en laissiez un peu pour l'émission quand même. Anna Prucknall, tous vos textes et toutes vos scènes et tous vos films sont, j'ai envie de dire, des films de combat. Je me trompe, ou on vous sent radical dans le propos, dans la chanson, dans la manière de chanter? C'est-à-dire, je suis engagée par les gens, que je leur fais confiance, et alors je ne suis qu'une comédienne, je lis même pas les scénarios. J'ai maintenant un projet d'un film d'une jeune metteur en scène. Bon, c'est pas la peine que je lis. Je fais confiance. Je suis qu'une comédienne. Bon, j'ai écrit, j'ai peint, croûte, tout ça, nul. Mais comme comédienne, je suis complètement dans la main de celui qui veut que mon image, qui voyait ça quelque part. Et vous avez été dans les mains de Federico Fellini pour La Cité des femmes. C'est un film qui date de 1980. Marcello Mastroianni est cet homme qui explore des univers, des chemins de traverse qui lui permettent d'avancer, de découvrir ce qu'il est. Et dans ces chemins de traverse, dans ces maisons, dans ces endroits, il y a beaucoup de femmes, et notamment une femme. C'est sa femme, et cette femme, c'est vous. Ma lo sai tu di cosa è fatta la mia giornata? Non te lo sei mai chiesto. Mi hai mai permesso di parlarti di me? Voltavi la testa annoiato, impaziente. Cosa ci siamo detti di importante in tanti anni, io e te? Niente. Mai niente. Solo quando sei lontano, quando non ci sei, ti viene voglia di telefonarmi, di parlare, di cercarmi. Il tuo rifugio. Ma io non sono nata per essere il tuo rifugio. È troppo poco, non mi basta più. Hai già avuto una madre per questo. Elena. E io non sono tua madre. Zitta. No! Stai zitta. Ma perché mi deve mettere in queste condizioni? Bon souvenir? C'était
metteur en scène extraordinaire qui mettait les comédiens tout de suite à l'aise que c'est son film. Donc, on n'a rien à faire, on n'a qu'à faire ce qu'il veut. Même il disait cette phrase extraordinaire, comme un jour je voulais vraiment proposer quelque chose. Je suis comédien, je vais proposer quand même artiste. Mais non, il dit, Anita, vous êtes une tube de peinture bleue pour moi dans la main d'un maître. N'essayez pas plus. Et j'ai dit, oui, j'ai tout compris de cinéma. Une dernière question, si vous voulez bien, et elle est double. Hein. La première concerne le passé, et elle vaut pour les 4 invités de cette émission qui ont un passé qui a à voir avec la contestation, avec la radicalité. Dans votre histoire, il y a un père qui est assassiné par les nazis sous vos yeux, c'est un souvenir d'enfance. Et il y a un moment où vous quittez la Pologne, donc le bloc de l'Est, c'était avant la chute du mur de Berlin, et vous arrivez en France. De l'enfance, qu'est-ce qui vous reste de ce meurtre, de cet assassinat? Je pense qu'en ce moment, je suis dans un moment que j'ai perdu ma sœur. Donc, je n'ai plus personne. J'avais les amis. Ils ont écrit sur moi les choses le plus abominables que je trouvais dans les archives de Stasi. Je n'ai plus personne dans ce pays. J'ai 2 maisons que je dois le vendre. À qui? C'est vrai que vous avez fait une grande partie de votre carrière en Allemagne de l'Est. Enfin, ex-Allemagne de l'Est. C'est une catastrophe tout ça, mais c'est ça. Elle connaît, elle comprend. Et la deuxième question que je voulais vous poser, quand vous arrivez en France à la fin des années 60, en 70, cette France devient une terre d'accueil. Donc cette France, vous la connaissez, vous l'avez parcourue, vous l'avez visitée dans vos récitals, etc., etc. Aujourd'hui, comment vous paraît-elle? Est-ce qu'elle est quand vous êtes arrivé aujourd'hui, est-ce que vous la sentez différente, au-delà des poncifs sur la crise, sur l'évolution normale de la société, etc.? Oui, bien entendu, je trouve ça différent, comme tout le monde qui voit la crise, que c'est pas de là. Si, c'est différent. J'avais cette particularité de polonaise, et que j'étais vraiment polonaise de gauche, que ça n'existe pas. Je me trouvais en France, avec gens assez normal de penser de gauche. J'étais détestée par les Polonais qui sont venus, qui étaient exilés dans l'époque de l'état de siège, parce que je votais Mitterrand. C'était très, très, très difficile. C'était un moment où je suis partie au Canada pour partir loin, loin, loin. C'était quand même intéressant, parce que maintenant qu'on voit ce qui se passe, et je reste toujours profondément humanitairement, je veux dire, gauche, qu'il n'y a pas l'autre solution que d'être capitaliste. Et bien vous entendu... Vous êtes de gauche, mais pour le marché. Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas trop de politique, mais j'ai vécu le cauchemar là-bas. Je ne vois pas, je ne suis pas assez intelligente pour comprendre. Je vois que le pouvoir, partout, le pouvoir prend le pouvoir, et voilà. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Gris-gris? Un gris-gris si vous voulez, mais... Si, toujours. Autrement, je ne pourrais pas dire un mot. J'ai plusieurs. J'ai même un cadeau pour vous. Donc, j'ai perdu le plus important. Non, j'en ai.
un clou tordu. Pour tous les artistes, les clous tordus, ça porte immense bonheur. Parce qu'on ne trouve jamais sur le plateau, parce qu'ils font ménage. Et toujours, j'ai un marron. Parce que maman mettait toujours le marron dans les poches, parce qu'il fallait pas. Et j'ai un ambre, le mien, et un pour vous. Ah, c'est un morceau d'ambre. C'est un joli cadeau. Que ça portera. D'où vient-il, ce morceau? De Baltique, bien entendu, de Świvno. Gdansk, Solidarność, etc. Bon, oh quand non, on voit là-haut, c'était avant. Merci beaucoup Anna Prucknall de ce morceau d'ambre. Madame, messieurs, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Anna Prucknall? Ce que j'ai entendu, c'est l'inverse de ce que j'ai vu. J'ai entendu parler de différence et de dissonance, et j'ai vu l'humanité complète, globale, incarnée. C'est pas différent, c'est l'essentiel de chacun de nous. J'ai eu l'impression qu'on me montrait une fragilité, j'ai ressenti une force qui m'impressionne encore à cette distance-là. Impressionné par votre force, par votre envie, par vos convictions, et donc persuadé que cette fragilité est une force véritable et que cette différence est un vrai sentiment d'appartenance à l'universel. Bravo. Moi, je pense qu'il va changer quand même la vie. Il va changer, oui, il va changer la vie peut-être, mais je crois pas. C'est le rapport au vécu, l'histoire du vécu. Moi, ça me concerne beaucoup dans mon travail, enfin l'aspect autobiographique. Et bon, effectivement, je connais vos chansons, mais de voilà très longtemps. Et bon, oui, vous êtes porteur d'une sorte aussi d'illusion de la gauche, de choses qui sont aujourd'hui bien loin. Très loin. Très loin, oui. Michel? Oui, moi aussi, c'est ce qui me touche, mais ce qui m'avait touché tout de suite, c'était le répertoire d'Anna Prucknall, qui était un répertoire de présence au monde, d'engagement, de dissidence aussi, comme la première chanson qu'elle a chantée. Et j'ai l'impression que le temps a passé, mais que tout est là et restera encore et toujours. Et ça, c'est magnifique. Voilà. On continue cette conversation dans une petite seconde, si vous voulez bien, avec vous, Jean-Marc Borello. Je voudrais qu'on fasse une pause musicale, c'est la fête de la semaine de la musique, et on reçoit dans cette émission, grâce à la perspicacité de Thérèse Lombard et de Michel Decouville, toujours des groupes et des musiciens assez étonnants. On les découvre et après on voit, si Démons de minuit avait existé il y a quelques années, on vous aurait forcément découvert Anna Prucknall. Cette année, on a rencontré Caravan Palace, et c'est un mélange assez subtil de musique électro et de jazz manouche. Voici ce que ça donne. What to do with you, what to do without you? What you think you do to me if I don't think with you? What to do with you, got to do without you? You're my Give
c'est Caravan Palace. On revient dans cette discussion avec vous, Jean-Marc Borello, et pour rester sur ce que disait Anna Prucknell, elle disait le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Quand on regarde votre parcours, deux mots, forcément, même si ce ne sont pas des mots essentiels par rapport à ce qui fonde votre action aujourd'hui, vous êtes délégué général de SOS Group, c'est pouvoir et argent. Qu'est-ce que vous en faites de ces deux saloperies ? Fait le tour assez vite fait le tour, puisque j'ai eu par accident à fréquenter des cabinets ministériels extrêmement jeunes, sans y être ni préparé, ni prédestiné, ni par réseau, ni par formation. Vous êtes éducateur, hein ? J'étais éducateur, et puis 81 est arrivé, militant de la gauche, donc utile ici ou là, et puis très vite des cabinets ministériels, donc j'allais dire l'antichambre des pouvoirs, en tout cas de ce qu'on en entend habituellement. Pendant une dizaine d'années, donc le pouvoir parfaitement utile, sous réserve qu'on puisse le transformer au service des autres et qu'il puisse permettre des créations concrètes. J'ai pas eu l'impression, au bout de ces quelques années de pouvoir, entre guillemets, d'avoir été déterminant dans la manière dont j'avais changé la vie des gens autour de moi, et j'avais déjà envie de passer à autre chose. Sans doute l'argent, si c'est le lien, les 10 années qui suivirent, puisque pas plus préparé à l'argent qu'au pouvoir, ni par formation, ni par réseau. J'ai rencontré une autre Polonaise qui s'appelait Régine. En montant une association, tous les deux, on a fait connaissance. Quand la droite est revenue au pouvoir, je ne souhaitais pas conserver, je ne souhaitais pas rester dans la fonction publique, j'ai démissionné et je me suis retrouvé donc président du pavillon Le Doyen sur les Champs-Élysées, puis du Palace, etc. Et donc dans un univers de showbiz, de paillettes, d'argent, auquel je n'étais pas non plus préparé. Ça a permis aussi vite que pour le pouvoir d'en faire la tour, de voir à quoi ça pouvait En même temps, vous dites oui. dans ce livre de conversation, dans ce livre d'entretien, vous dites que ça vous a permis d'aller jusqu'au bout de la transgression, oui. et de considérer que ce milieu est le milieu qui vous a peut-être le plus permis de connaître ce que c'était qu'une liberté. Alors très clairement, puisque le milieu c'était effectivement le showbiz, l'argent, etc. Sortant d'un monde très convenu qui est celui de la haute fonction publique et de la politique, objectivement j'ai croisé, grâce aux artistes, puisque c'était aussi la possibilité de vivre au milieu d'une série d'artistes, Régine et ses amis pour aller vite, un lieu dans lequel on pouvait briser des tabous, passer au-dessus de ce qui était habituellement fait, inventer, se tromper, ne pas avoir de difficultés à lancer de nouvelles idées. Donc un vrai moment de liberté, plus lié sans doute au milieu artiste qu'au milieu de l'argent. Pourquoi finalement avez-vous choisi de recentrer votre vie, votre engagement, sur le groupe SOS ? Sans doute parce que j'avais découvert dans la fonction publique l'intérêt général et que j'ai conservé par devers moi, par là aussi histoire sans doute personnelle, donc l'intérêt d'être utile au plus grand nombre, d'essayer de changer la vie des gens. Et j'avais découvert les limites de la fonction publique pour le faire. J'ai découvert dans le privé les méthodes du privé, c'est-à-dire effectivement diriger une entreprise, la rapidité d'intervention, le fait que les décisions prennent effet immédiatement. Et le groupe SOS, c'est en gros mettre les moyens du privé au service de l'intérêt général, des plus démunis, de la solidarité, etc. C'est sans doute le lien entre ces deux dispositifs. Vous faites rire tous ceux qui se vautrent dans les stock options et tous ceux... Oui, je crois qu'on les amuse. On les amusait beaucoup. Depuis quelques mois, on les amuse moins. Il y en a même qui sollicitent des emplois. Donc, les choses ont changé. Alors, parlons de l'entreprise telle que vous la concevez. Oui. Il est clair qu'on est... votre cœur de métier, c'est la solidarité. Oui. Pour les toxicomanes, oui. Pour les gens atteints du sida, les aider à s'habiller, oui. À se loger, aider les enfants handicapés dans les crèches. C'est aussi d'autres activités qui ont à voir avec l'entreprise, comme la location de voitures, même si ce sont des voitures éthiques, ça commence à exister. Et même si vous faites servir de grandes tables à des gens qui sont dans des besoins d'insertion. Donc là, on voit bien qu'il y a un mélange total et presque
une réponse à cet écartèlement permanent qu'on trouve dans la société française entre l'entreprise et le social. Oui. Et on est assez bluffé quand on lit votre livre de ces passerelles que vous savez établir, mais on se dit très vite, vous les établissez parce que jamais il y a de rente. Et jamais il y a de dividendes versés aux propriétaires, parce que le propriétaire... Évidemment. L'idée du groupe SOS, c'est une grande entreprise, puisque nous sommes 2700 salariés, sauf qu'elle n'appartient à personne, puisque tout est détenu par des associations. Donc par rapport au monde de l'entreprise classique, effectivement, première différence, pas d'actionnaires, donc pas de dividendes à servir. Deuxième différence, sans doute, des écarts de salaire qui sont limités de 1 à 10. En sachant que chez nous, des chirurgiens opèrent dans des hôpitaux et puis des standardistes accueillent à l'accueil, mais il y a une limitation des salaires qui va de 1 à 10. Donc l'idée était de dire l'entreprise et l'économie doivent être au service des individus, indépendamment de ce qu'on fait lorsqu'on gère un établissement de soins palliatifs, un hôpital, etc. Il y a aussi la manière dont on le fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un objectif qui soit sympathique et noble et le gérer avec des manières qui soient trop excluantes. Ce que vous dites, c'est que de toute façon, chez vous, dans cette entreprise de solidarité qui emploie 2500 personnes, il y a des gens qui viennent de Polytechnique, qui viennent de HEC, qui abandonnent des rentes, des rentes de situation, parce que finalement vous leur offrez le plaisir du travail et pas forcément l'argent du travail, même si vous ne crachez pas sur les hauts salaires. Bien entendu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je crois qu'il ne faut pas être dans des extrêmes. Si l'écart de salaire était de 1 à 2 dans cette maison, c'est-à-dire 2 fois le SMIC, on aurait quelques difficultés à trouver des médecins ou des polytechniciens. Mais l'idée qu'on puisse vivre correctement sans forcément posséder une Rolex à 50 ans, sans forcément... Qui a dit ça sans forcément... avoir besoin de propriété, avoir besoin de paraître, d'écraser, d'être plus. Je crois qu'un certain nombre de gens jeunes et moins jeunes ont compris que l'essentiel n'était pas de posséder et privilégient l'être par rapport à l'avoir, ce qui effectivement a été un peu perdu de vue ces dernières années. Ouais. Vous dites que comme délégué général, vous touchez 5 000 € net par mois et que ce faisant, vous avez renoncé à 7 fois votre salaire. À vrai dire, c'est les journalistes qui l'ont calculé, donc je l'ai découvert dans un article de presse. Moi aussi. Évidemment, lorsque j'ai changé de métier pour m'occuper à temps plein de SOS il y a une dizaine d'années, j'ai évidemment pris un salaire qui correspondait à l'époque au salaire que pouvait gagner un directeur général de SOS. Ça correspondait apparemment à 6 ou 7 fois mon salaire, fois moins que mon salaire antérieur. Bon, ça n'a juste aucune espèce d'importance, ni pour moi ni pour les autres. C'est peut-être bien de vous l'entendre dire. Je vous lis. Il faudrait que les acteurs de l'économie sociale au sens large, mutuelles, banques, proposent une alternative à la fermeture des milliers de PME qui en France n'ont pas de repreneurs ou qui vont se casser la gueule parce que le fondateur n'a pas d'héritier. Nous ne demandons pas 15% de rentabilité. Si demain une usine de chaussures économiquement viable est en difficulté, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas continuer à produire. L'important est qu'elle continue à vivre sans dividendes distribués à qui que ce soit, elle peut encore se développer. On peut la rendre plus solide en gardant les bénéfices à l'intérieur. La recherche peut y être développée. On pourrait faire en sorte que cette entreprise s'agrandisse au lieu de s'appauvrir. On est donc dans un dispositif où demain, le groupe SOS pourrait faire SOS PME et reprendre des boîtes. J'y ai souvent réfléchi. En lisant la presse économique, je suis choqué par ce genre d'histoire. On peut parfaitement jouer un rôle. La prévention de l'exclusion, c'est aussi la prévention de la perte d'emploi. Oui, l'idée générale, c'est que nous passions notre temps à poser des pansements sur une société qui crée de l'exclusion, crée des pertes d'emploi, crée des pertes de logement. Nous avons commencé à travailler sur la reprise d'entreprise. En gros, l'idée, c'est que l'économie est au service de l'homme et pas l'inverse. Lorsque j'entends dire encore aujourd'hui qu'une entreprise ferme parce qu'elle est insuffisamment rentable, pour moi c'est juste incompréhensible. Insuffisamment rentable, ça veut dire qu'elle paye l'ensemble de ses fournisseurs, l'ensemble de ses salariés et qu'elle a suffisamment de clients pour continuer à vivre. Avec ces 3 conditions réunies, il faut que cette entreprise vive, qu'on la développe. Ce qui nous a amené à cette situation, c'est que la seule partie prenante qui était prise en compte était les actionnaires, ni les salariés, ni les clients. Et ça donne la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc on sent bien, on voit bien les pistes que vous explorez. Vous êtes pour le développement durable, vous êtes pour le développement tout court, la recherche et le développement dans l'entreprise. Revenons à ceux
qui vous font exister, c'est-à-dire ces personnes, il ou elle, à qui vous apportez de l'aide. Le 14 décembre dernier, Claude Olivenstein mourait. Et c'est un de ceux qui ont été emblématiques dans la lutte contre la toxicomanie. On l'écoute ici dans un sujet de France 3, c'était en décembre 2008. Regardez. L'homme s'est toujours appuyé sur les médias. Dès 1971, en ouvrant son centre de soins pour toxicomanes, il s'en servira pour faire passer son message. Les drogués ne sont pas des délinquants. À Marmottan, il expérimente sa méthode, l'écoute des patients pour leur permettre de sortir de la dépendance. Moi, je suis tout à fait content quand quelqu'un est guéri. Ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de prendre la drogue. Pour moi, l'arrêt de la drogue est relativement accessoire. Je ne me situe pas comme un juge ou comme un policier. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité du bonheur et du non-malheur des gens qui se confient à moi. Pour Claude Olivenstein, il n'y a pas de drogué heureux. Tout au long de sa vie et de ses nombreux livres, il s'insurgera contre la répression excessive, selon lui, des consommateurs de drogue. Aujourd'hui, son centre de Marmottan fonctionne toujours. C'est son assistant des débuts qui a repris le flambeau. Il fallait surtout, dans sa tête, éviter de tomber dans la stigmatisation, dans l'exclusion, dans le rejet de personnes différentes. La voix du psy des toxicos crée souvent la polémique, comme lorsque dans les années 80, il est le premier à réclamer un programme d'échange de seringues pour lutter contre le sida. Alors, une volonté évidente, des échecs aussi bien sûr. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de Olivenstein et plus généralement, quelles sont les méthodes du groupe SOS? Qu'est-ce que c'est que cette transversalité dont vous faites un fondement de votre entreprise? Ce qu'on retire de Claude Olivenstein, c'est sans doute le refus de simplifier. Et encore aujourd'hui, même si c'est toujours pas à la mode, le fait qu'un usager de drogue prenne ou pas du produit n'est pas très significatif du fait qu'il va bien ou pas. Ça dépend de la manière dont il le prend, ça dépend de son épanouissement personnel. Et ce que Claude a raconté sur les drogues dites dures, on pourrait en parler aujourd'hui à partir de plein d'autres addictions. C'est exactement la même difficulté. Ce qui est important, c'est de prendre en compte l'individu et sûrement pas le produit ou la console vidéo qui n'a jamais transformé personne en toxico. Donc l'individu au centre du dispositif, c'était le credo de Claude et c'est un petit peu le nôtre. La transversalité, c'est simplement de dire que l'ensemble des moments de la vie doivent être pris avec le même sérieux et sans doute que nous avons, le groupe SOS a 25 ans aujourd'hui, s'il y a quelques années nous nous sommes intéressés aux soins palliatifs, c'est parce que nous n'étions pas d'accord avec la manière dont un certain nombre de nos usagers finissaient leur vie. Tout simplement parce qu'on les avait accompagnés pour certains d'entre eux dans leur toxicomanie. Malheureusement, leur toxicomanie les avait conduits vers le VIH. Avant l'apparition des trithérapies, le VIH avait des issues qui étaient souvent fatales. Et lorsqu'on a accompagné nos premiers patients vers leur fin de vie, on a jugé que la manière dont la fin de vie était traitée était juste indigne. Donc on a mis en place des premiers services de soins palliatifs. Et puis on a eu envie d'étendre parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait extrêmement plus confortablement pour les patients de finir leur vie dans ce type de service plutôt que dans un service non spécialisé. Donc l'idée d'SOS, c'est de dire que si l'individu est placé au centre du dispositif depuis le début jusqu'à la fin de son parcours, on peut améliorer, y compris les accidents de vie, les inégalités, les injustices. Et en gros, l'idée que personne n'est au bout de son histoire, c'est quand même la colonne vertébrale du dispositif SOS. Quoi qu'il nous arrive, chacun d'entre nous a la capacité de rebondir, de renaître, de recréer. Et ça, c'est ce qui doit animer les 2500 salariés de la maison. Et alors, ce qu'on note, c'est que dans cette maison, alors que vous en êtes le fondateur, vous dites tout au long de ce livre que vous pouvez en être débarqué ou écarté du jour au lendemain, et en tout cas que vous n'y avez pas le pouvoir, et surtout que vous essayez, enfin, si je vous crois, que vous essayez surtout de déléguer. Hein, c'est de l'égoïsme pur. C'est de l'égoïsme pur, comme d'ailleurs tout ce que j'ai fait, c'est par plaisir. J'ai jamais essayé de sauver l'humanité, tant mieux si elle a bénéficié de mes névroses personnelles, mais l'idée de ne pas être indispensable, c'est juste préserver sa liberté. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, mais qu'il ne peut survivre que grâce
grâce à vous, ça veut dire qu'on devient lié à la chose qu'on vient de faire et qui devient vite pesante. La psychanalyse, vous êtes passé par là ? J'ai travaillé beaucoup en supervision analytique, oui. J'ai pas fait psychanalyse à titre personnel, personne n'a voulu de moi comme analyste. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ou comme analysant. C'était justement la question fondamentale. Chaque fois que j'ai voulu aller voir un analyste, il m'a dit je peux pas perdre mon temps à jouer qui analyse l'autre. Non mais alors justement, et vous le dites ça très bien dans vos réponses. C'est la question de la toute-puissance. Oui. C'est la question de la toute-puissance. C'est-à-dire, là, vous posez la toute-puissance entre vous, et qui arrive entre vous et l'analyste, mais surtout la toute-puissance dont on peut se sentir investi. Quand on est face à un cas irrécupérable ou un drogué dur, Ce qui est complexe, c'est que c'est le métier même d'éducateur, pour reprendre la base. Si on n'a pas ce sentiment de toute puissance, on ne le fait pas correctement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est dans une situation extrêmement difficile, il faut être habité de ce sentiment de toute puissance pour penser qu'on va l'aider, qu'on va lui permettre de s'en sortir, etc. Et en même temps, si on est un tant soit peu objectif, on est immédiatement confronté dans la relation d'aide au sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas tout de suite, ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu, ça ne fonctionne sans doute des années après alors qu'on n'a plus de contact avec la personne en question. Donc ce qui est difficile, mais salutaire, c'est d'être en permanence entre ce sentiment de toute puissance utile à l'action et ce sentiment d'impuissance qui ne doit pas vous désespérer à titre personnel. Avant de demander à Anna Prucknall ce qu'elle a entendu, ce que vous avez dit, deux petites citations pour la route, parce qu'elles sont intéressantes. Sur votre manière de penser l'entreprise, vous écrivez ceci, ou vous dites ceci: avec 50 personnes en insertion réputées inemployables et 10 cadres, une entreprise comme l'usine, qui fait partie du groupe SOS, a fait l'année dernière 800 000 euros de résultats pour 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise d'insertion en Seine-Saint-Denis qui n'appartient à personne et qui sort ce résultat. Il faut qu'on m'explique en quoi les stock options, les plans de carrière, les écarts de salaire de 1 à 400 sont indispensables pour gérer une entreprise. C'est bien d'entendre ça, de temps en temps, de lire ça. Et puis ça, c'est c'est pas pour le plaisir, mais c'est par rapport à la toute-puissance. Il faut être capable de ne pas être un miroir, il faut être capable de sentir que l'on aime ou pas certains jeunes et qu'il faut vivre avec. Il faut pouvoir comprendre qu'entre un jeune et un adulte, il y a de la répulsion et du désir. Par exemple, un jeune de 16 ans a souvent une vie sexuelle largement plus ancienne et plus élaborée que son éducatrice âgée seulement de 2 ans de plus. Idem entre un éducateur de 19 ans et une jeune fille de 17 ans. Il peut tout à fait se passer des choses. Ce sont là de vraies réflexions dont on ne peut pas faire l'économie. Gare à Bayrou, hein. Non, je plaisante, évidemment. Anna Prucknall, qu'avez-vous entendu Écoutez, j'ai cherché le gourou. Pendant toute ma vie, j'ai trouvé un, je suis à lui et qu'il me sauve tout de suite, que je n'ai pas mais trop de mémoire de ce trac abominable, de ces choses. Oh, je trouve extraordinaire. Ça s'appelle le track, SOS Track. Alors, peut-être allez vous mettre en place pour chanter. Et puis, je vais demander à Michel ce qu'elle a entendu de ce qu'a dit Jean-Marc. J'ai entendu cette mise en œuvre de ce qu'on apprend dans les rouages du pouvoir pour faire des choses un petit peu plus intéressantes. J'ai entendu aussi que l'inéluctable, il n'y a pas d'inéluctable, on peut toujours tenter de changer les choses. Donc voilà, c'est le discours que j'ai entendu, effectivement. Et que tout le discours qui est tenu depuis quelques années, une espèce de défaitisme qui n'est qu'au service d'une économie et du pouvoir, apparemment est remis en cause. Et vous, Claude, le radical que vous êtes, comment vous entendez ce discours qui fait la part belle à l'entreprise, mais penser autrement, visiter autrement? Je trouve que c'est plutôt ça. Hein. C'est une bonne nouvelle, hein, parce que quand on voit les bandits qui dirigent des entreprises, quand on voit par qui on est gouverné et tout ça, c'est un peu surprenant. C'est un idéalisme, mais en même temps réaliste, c'est-à-dire concret. Évidemment, c'est différent de ce qu'on aurait pu penser dans les années 70-80. Hein. Les marges de manœuvre n'étaient pas les mêmes, mais moi, je trouve que c'est idéal. C'est une leçon à prendre pour pas mal de voleurs
parce que c'est sont pas en que du crise discours. aujourd'hui. Non, quoi. est-ce C'est une mise en œuvre d'un discours. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le groupe SOS, c'est assez peu connu. Vous Absolument. êtes peu visible. Oui, objectivement, on n'a pas fait grand-chose pour être visible. Nous sommes un peu découverts malgré nous ces derniers temps, sans doute d'ailleurs à cause de l'état général de la société. Puisque jusqu'à présent, on était peut-être un petit village gaulois qui vivait tranquillement avec des valeurs un peu saugrenues qui n'intéressaient personne. Et visiblement, ces derniers temps, on se dit, mais comment ce machin fait-il pour aller pas si mal, alors que tout le reste est en train de s'écrouler. Donc voilà. Et on accepte très volontiers d'ouvrir la maison, parce que l'intérêt n'est pas d'être un village gaulois, mais de dire, il y a quelques règles simples, c'est-à-dire de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte depuis 25 ans. Vous êtes de circonstance. Voilà. Anna Prucknal, Histoire d'amour. Merci Anna. Et puis de Jean Maillan, Le Journal des arbres, chez Lamourier, le bruit des autres, écho de cette belle histoire d'amour dans ce journal des arbres du mari de Anna Prucknal. Claude Lévesque, vous êtes devenu, mais je vous lis, artiste par échec scolaire, lâcheté, peur, inadaptation au monde compétitif presque parfait, et par ressentiment, par goût de la perversion, seul le soir dans ma chambre à 15 ans, je punaisais en biais des posters des Rolling Stones en jurant de ne jamais faire les choses normalement. Je suis devenu aujourd'hui un artiste de variété identifié au passé punk qui me colle à la peau. Ça, c'était le 30 septembre 2008 dans Les Inrecuptibles. Vous assumez tout ou Ouais, j'assume tout, oui. Pourquoi être... C'est un portrait, c'est un autoportrait que j'ai. Pourquoi être à ce point provocateur et d'être logique, c'est-à-dire que vous êtes à Venise, l'institution. Venise, c'est le lieu institutionnel, mais vous êtes aussi partout ailleurs, dans l'art que vous faites et dans l'art que vous revendiquez. Comment est-ce qu'on peut être... de quelle place parlez-vous, comme on disait en 68, mais comment est-ce qu'on peut être complet à ce point, enfin aussi large? J'étais un jeune homme moderne dans les années 80, à l'époque du Palace et tout ça. Et aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai que vous étiez aujourd'hui, nightclubber. Je suis un artiste moderne, mais pas post-moderne. Hein. Et c'est-à-dire que, bon, je suis à la fois... je peux répondre à des tas de lieux, c'est-à-dire travailler avec des associations, travailler avec des gens qui ont envie, parce que ça, c'est ce que je privilégie avant tout, c'est-à-dire travailler avec des gens qui ont envie. Comme je peux représenter la France à Venise. Donc je suis un artiste de l'ambiguïté, avec des idées politiques, avec des points de vue, une radicalité pour certaines de mes positions, évidemment, ne serait-ce que dans ce système de l'art. Et voilà, après j'ai une galerie, Kamel Menour, qui me représente, je suis aussi dans le système, mais je suis à partir du système complètement indépendant de mes agissements et de ce que je décide de faire. Le Grand Soir, j'ai dit que notre conversation tournait autour de cette idée-là. Comment fait-on la révolution, même si elle est minuscule ou même si elles peuvent être minuscules aujourd'hui? Le Grand Soir, c'est le titre de votre exposition, de votre installation plus exactement, au pavillon français dans la Biennale de Venise. Voilà, là on est donc à Venise, on est dans
dans dans des univers qui sont fréquents chez vous. C'est les lieux d'enfermement, c'est l'hôpital, c'est la prison bien sûr, c'est l'école. On a là vos valeurs habituelles, c'est-à-dire la déambulation. C'est aussi celui qui regarde, qui fait l'exposition, mais et puis ce drapeau noir, le drapeau noir de l'anarchie. Autre de vos manières, c'est le son. C'est systématiquement ce décalage sensoriel dans lequel vous installez celui qui vient regarder votre travail. Un mot sur le Grand Soir, c'est de la provo ? Non, c'était une façon de donner un titre, ça m'a amusé de donner un titre par rapport à ma représentation à Venise, dans ce pavillon très orné, très ostentatoire, et dans cette manifestation qui est mondialement vraiment repérable. Donc j'ai réagi comme ça, le Grand Soir, c'était là-dessus, et c'était aussi par rapport à une situation politique. Donc j'ai joint cette idée de le représenter la France avec ce projet en appelant ça le Grand Soir. Bon, le Grand Soir, c'est un terme qui... Faites du trotskisme un peu. Pardon ? Faites du trotskisme un peu, faites de l'entrisme. C'est bien, on en a besoin. Si, révolution internationale. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est vous représentez la France, cher monsieur, quand même. Oui, je représente la France. Après, je souhaite pas qu'il y ait qu'une vision de mon travail et qu'elle soit politique. C'est une vision croisée. C'est-à-dire, moi, je suis plus dans le spleen de Baudelaire que dans une simple position politique vis-à-vis de la symbolique du drapeau. Effectivement, ça parle de l'enfermement, ça parle de la situation des gens dans la société, qui sont à la fois dans des situations d'aliénation, qui sont en même temps regardés, qui sont en même temps surveillés, contrôlés, tout ça. Bon, c'est vraiment un regard sur le monde qui en fait un paysage dans ce pavillon français. Parce que ce que j'ai surtout eu à réagir sur l'architecture du pavillon, une espèce d'architecture comme ça croisée, avec 3 espaces autour d'un espace principal et un péristyle vraiment très marqué, et où j'ai fait une structure panoptique comme ça qui conduit donc des corridors qui conduisent face à un drapeau noir qu'on n'atteint pas puisqu'on reste à distance derrière une cage. Donc évidemment, ça c'est dans la représentation que j'ai fait. Bon, après les éléments, j'ai recouvert les murs de l'espace principal de paillettes. J'ai fait un encadrement d'ampoules comme dans un music hall pour vraiment représenter ce qu'était la perte des illusions, enfin l'inatteignable. Mais c'est pas simplement politique, c'est aussi sur l'évolution des personnes elles-mêmes. Claude Évêque, sur le bruit. D'où vient alors le bruit, ça peut être ces sonorités ou des sons extrêmement bas qui font trembler le corps, enfin comme des sensations qu'on peut avoir en boîte de nuit quand on fréquente le Palace, hein, ce que vous disiez il y a une seconde, mais plus intéressant aussi, c'est qu'il y a des chansons de Dassin qui traînent par là. Comment c'est une œuvre se nourrit-elle de ces choses qui sont un tout petit peu hors de son propos? Bien sûr que le son, de toute façon, c'est un élément à part entière de l'espace, de la métamorphose. Donc le son, soit effectivement, ça peut être une vibration. Là, dans le pavillon français, c'est un bateau. C'est vraiment un élément local, l'élément qu'on écoute comme ça lorsqu'on est à Venise, le long du Grand Canal. Et cet élément rentre dans le pavillon, fait le tour des 3 salles et repart, et ainsi de suite. Bon, l'élément sonore va dépendre du projet que je fais, du traitement de l'espace. Ça peut être une chanson chantée par quelqu'un, notamment ma maman, dans une pièce que j'avais créée à la galerie Yvon Lambert, à N2. Voilà, le son pour moi est vraiment un élément de l'émotion et qui s'accorde avec la lumière, avec tous les éléments comme ça qui vont vraiment métamorphoser l'espace. Quelques questions à partir des photos de votre travail. Grand Hôtel, ça date de 1982. On va regarder une évocation de ce travail. Dans les thèmes qui sont les vôtres, il y a beaucoup de thèmes liés à l'enfance, souvenirs d'enfance. Oui, bien sûr, il y a une partie de mon travail, la première partie de mon travail qui était liée à mon univers, ma mémoire d'enfance, les lieux. Puis après, ça s'est retrouvé dans les personnages qui étaient des amis, qui pouvaient avoir ce rôle d'acteur. Et puis ça a évolué vers l'utilisation d'objets
un peu plus dématérialisé, un peu moins personnel, pour aller vers plus d'universel, plus de situations comme ça, de la réalité quotidienne et de la situation du monde. Enfin, mon travail à Vite et Volume a toujours cette dimension. Je pense qu'elle n'a pas perdu cette dimension autobiographique. C'est-à-dire que je parle aussi de mes sentiments, de mes affectations dans mon travail. C'est ce qui donne le jour à la nuit, par exemple, à des éléments qui me sont propres dans mon vocabulaire. La nuit, c'est une œuvre de 1984. Hein. Alors, pourquoi dites-vous « j'aime me restreindre au standard » ? Parce que moi je suis un peu en communication avec... moi j'ai besoin du public, j'ai besoin que les gens soient des acteurs de mes projets, j'ai besoin d'un échange. Sans ça, bon, n'importe quel artiste d'ailleurs a besoin, n'importe quel artiste dans n'importe quel domaine a besoin d'un public pour échanger. Moi, le public, souvent, il est un peu soit pris en otage, soit mis en situation dans mon travail. C'est un élément participatif à part entière, pas de manière démagogique. Mon travail est fait pour être parcouru. Il y a une initiation, tout ça. Donc, c'est vraiment le point d'ancrage de mes projets, quoi. Quand vous prenez un standard qui est Mickey et que vous l'appliquez à Auschwitz, parce que dans votre histoire personnelle, il y a un grand-père déporté, un grand-père communiste qui ne parlera jamais de sa déportation, est-ce que vous avez conscience de l'émoi que ça va provoquer ? Ah, bien sûr, parce que ouais, mais ça reste bon, c'est évidemment des standards, des jeux de symboles, une association, mais elle existe dans la publicité, elle existe dans les aliénations qu'il y a de par l'utilisation des symboles. Enfin, là vraiment, j'ai joué justement sur, puisqu'à l'époque, quand j'ai fait ça, c'était l'ouverture de Disneyland à Paris. 92, Arbeit macht frei. Voilà, et que je reprenais à la fois l'idée du logo de Disneyland avec l'enseigne d'Auschwitz. C'est un moment aussi où j'avais visité Auschwitz. C'était une réaction comme ça extrêmement, mais directe, que j'avais justement sur l'idée de l'amnésie, c'est-à-dire à la fois l'amnésie sur ce qu'ont été les camps de la mort et ce que peut produire aujourd'hui l'entertainment de Disney, c'est-à-dire vraiment un enjeu idéologique réel. Donc c'était la confrontation de ça, mais fait de manière en même temps brutale, en même temps, évidemment, il y a eu toutes sortes de réactions, pas forcément celles que j'attendais là-dessus. Mais... Le travail sur la lumière, que vous introduisez à un moment dans votre parcours sur le néon. Vous avez piqué cette envie-là où ? Le néon, c'est-à-dire que le néon, c'est beaucoup d'écriture, hein, beaucoup de choses écrites qui sont aussi des lieux communs, un peu comme les standards que j'utilise, c'est-à-dire toujours des objets, des situations qui sont tout à fait communes au quotidien. Et là, je repère des inscriptions comme ça, qui sont des lieux communs du langage, et que je fais écrire. Une grande partie ont été écrites par ma maman, qui est décédée, et qui ne le fait plus, mais je peux le faire écrire à des enfants ou des gens qui ont une écriture comme ça assez fragile, assez incertaine, et qui va produire un impact de par ce qui est défini. C'est vraiment des lieux communs du langage, Ne prends pas froid, qui est un des derniers néons que j'ai fait. Qui est Slayer ? Slayer. Slayer, c'est un groupe de métal, un vieux groupe de métal mythique. Que vous avez sur le... Oui. Alors hier soir, j'étais à l'Élysée-Montmartre pour voir Hatebreed, qui est un de mes groupes vraiment fétiche. J'ai pas amené d'objets, mais Hatebreed, c'est vraiment un groupe de métal hardcore extrêmement violent et qui justement redonne de l'énergie et de l'envie aux choses. Dans vos playlists, dans les musiques que vous aimez, on a retenu deux choses qu'on vous fait écouter et après on en dit un mot. Écoutez. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère, dans les yeux de ma mère,
il y a toujours une lumière. Donc Slayer, Arnaud, Glenn Gould dans les variations Goldberg, ça vous va? Ah, tout à fait. C'est votre univers? Moi j'écoute oui, c'est vraiment mon univers, ça dépend des moments, j'écoute de tout, ça dépend des périodes. Et est-ce que vous pensez votre création en musique? Beaucoup, la musique me guide aussi, elle guide certains de mes projets, enfin, me fait réagir, vraiment c'est assez moteur de certaines situations que je vais créer par rapport à un projet qu'on me demande dans un espace. Ça fait vraiment partie de mon univers quotidien, vraiment important. Vous êtes à Venise pour Le Grand Soir. Le Crépuscule du Jaguar, c'est une de vos œuvres précédentes qui est reprise à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 30 août. Vous avez utilisé pour faire œuvre un caddie avec un gyrophare dessus. Vous avez utilisé un F5 dans une cité HLM. C'était à Bourges, oui, à je Bourges, crois. Chez Métrop, oui. Comment est-ce que vous faites pour déterminer vos choix? Quand est-ce que vous acceptez? Vous acceptez tout ce qu'on vous demande? Ah non, pas du tout. Non. Je vous dis, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'envie. Il faut que je travaille avec des gens qui me permettent justement de faire évoluer mon travail. Que ce soit à chaque fois une aventure et que j'ai toujours du plaisir. Je ne fais jamais une exposition pour rajouter une ligne à la biographie. Je la fais parce que ça doit être une aventure. Bon, ce sont des aventures différentes, c'est pas toujours Alors, est-ce que le public simple. est-ce que le public est différent? C'est-à-dire que quand on visite un F5 habité par Claude Lévesque à Bourges ou quand on se balade à Venise dans le pavillon français, on imagine que c'est pas les mêmes gens. Ah, ça c'est sûr. Ça, je vous le garantis. Le projet que j'avais fait dans une cité HLM au Gibjon à Bourges en 93 était un projet où personne quasiment du milieu de l'art n'est venu, ni d'ailleurs, mis à part les gens du quartier qui sont venus, et ça a créé un échange vraiment extrêmement limité, mais formidable. SOS Quartier. Mais ça faisait vraiment peur à l'époque. Après, on a repris cette idée-là parce que c'était vraiment héroïque, alors que vraiment, c'est pas du tout mon esprit. C'était un tournant de mon travail, c'était un tournant justement sur un aspect de la réalité, un aspect poétique aussi, ce projet que j'avais fait avec Métrop à Bourges. Après, beaucoup de gens m'ont demandé de me justifier là-dessus, et c'était vraiment l'idée de travailler sur un lieu, sur une réalité, et d'en faire un récit. Et c'était très important, mais personne ne venait. Évidemment, c'est pas le même public qu'à Venise. Commentaire autour de la table. Non, mais je savais même pas que je vais les rencontrer. J'ai un copain comédien qui s'appelle Claude Lévesque, mais ils ne se connaissent pas. Il est aussi grand comédien, mais son l'art conceptuel s'appelle comme ça. Non, pas forcément. C'est l'art tout court. C'est l'art. L'art visuel. Non, c'est... Moi, ce que j'entends et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'art se faufile partout, il se mêle de tout, parce que tout le regarde déjà. J'ai les images du drapeau derrière les grilles, c'est magnifique, parce que je pense que ça va se réécrire sans arrêt par les gens qui vont visiter ça. C'est sans arrêt réécrit, c'est pas définitif, c'est quelque chose qui est proposé. Je trouve ça très, très chouette. Ce sont des propositions. Et puis j'entends le désir aussi, là, le désir de rencontre, d'échange partout. Voilà, ouais. Non, parce que j'évite d'être dogmatique, hein. Même si j'ai des positions parfois brutales, parfois j'ai aucun droit d'être dogmatique ou d'imposer quoi que ce soit. Hein. Enfin, voilà. Jean-Marc Borello. Je suis très impressionné par d'abord cette idée que l'art se mêle de tout sans demander l'avis de personne. Et je crois que cette espèce de dynamique qui lui est propre. Et puis l'idée que la radicalité, c'est pas une espèce d'extrémisme, c'est plutôt se rapprocher de la racine des choses.
Et c'est sans doute plus juste du point de vue étymologique d'ailleurs, mais la radicalité, c'est bien de se rapprocher de ce qui est essentiel et pas de pousser dans un extrémisme pour le plaisir d'être extrême. Et en se rapprochant de l'essentiel, je pense qu'on se mêle de tout à juste titre. Et ça, c'est formidable. Pause musicale, on continue la conversation dans un moment avec vous, Michel Lèbre. Mélissa Lavo, elle est canadienne, elle est d'origine haïtienne. On l'a découverte cette année. Premier album, c'est Camphor et Copper. C'était l'un de nos coups de cœur. C'est un blues, vous allez voir, tout à fait étonnant. Needly in the Hay, c'était en novembre 2008. Hand on his arm, he's got your arm around your neck, strung out and thin, got something, trying to catch some check. You said you ain't done nothing, that's what you've come to expect. Voilà, c'était le photographe Reza qui prenait une photo de Mélissa Lavo. Michel Lèbre, ce qui me bouleverse dans mon enfance, ce n'est pas l'irréversible, mais l'irréductible. C'est ce qui est encore en moi. C'est ainsi. De Barthes. Ça, c'est Roland Barthes qui disait ça. Et j'ai l'impression que ça dit magnifiquement votre travail, en tout cas celui de ces dernières années. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'écrire, c'est aussi ça. C'est non pas forcément la nostalgie de l'enfance, c'est aller chercher l'origine, les origines de tout, comment ça marche, comment se construisent une vie, comment se construisent les vies en général, comment se font peu à peu les trajectoires. Et pour ça, il faut remonter à la source. Je crois que c'est ça, écrire. Tous funambules, tous pris dans les filets de la mémoire, et moi avec eux. Les livres pouvaient-ils prendre le pouvoir sur nos existences, les faire ressembler à ce qu'ils laissent en nous, des traces indélébiles parfois? Certains hôtels étaient-ils encore imprégnés de cette odeur fade d'humidité qui donnait aux personnages de Modiano la sensation que leur vie s'y délitait inexorablement, qu'elle était déjà gagnée par un sommeil fatal dont ils ne savaient comment se sauver? Je marchais avec eux dans un Paris onirique et familier, où nos parcours se croisaient sans cesse, où d'intimes chagrins se réveillaient sur leur passage, mais aussi de ces instants presque irréels, où quelque chose d'à peine perceptible transformait soudain la lumière du jour en fugitif éblouissement. Je trouve que là, il y a évidemment votre manière, cette chose très... toujours dans l'entre-deux, toujours dans le questionnement, toujours dans le non reconstruit. Vous laissez tout le temps cet espace au non reconstruit ouvert. Et en même temps, c'est jamais pessimiste, ou c'est jamais... on n'est jamais dans la perte véritable. Non, parce que je crois que tous mes romans, tous mes personnages sont en quête de quelque chose. Ils ne sont pas arrêtés. C'est vrai que je les prends dans un moment très précis de leur vie, un moment de faille en général, mais parce qu'ils vont rebondir. Et donc ils sont tous dans cette espèce de fébrilité de quête de quelque chose. Et moi, mon travail, c'est d'aller rechercher les origines de ça, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui s'est passé avant, et qu'est-ce qui peut-être va continuer après le roman, y compris après le roman. Qu'est-ce qui fait ces situations d'origine? Donc vous parlez à la première personne, vous êtes toujours une narratrice qui dit je, et Sur le sable, Sabine Lespizer, éditeur, dernier texte, une maison brûle. Une autre fois, c'est une maison qu'on cherche.
une autre fois. Bon. Pourquoi est-ce que ces situations-là sont quand même des situations extrêmement singulières? Une maison brûle sur la plage et une femme qui est en quête trouve un homme qui vient de brûler cette maison. Disons que l'histoire de ce dernier roman, l'origine, c'est un personnage d'un roman précédent, La Petite Trotteuse, où il y a un personnage très fugitif qui effectivement a un attachement assez étrange à une maison qui est à vendre, et de toute évidence il refuse que cette maison soit vendue alors qu'elle ne lui appartient pas, et il vient le dire à une visiteuse qui est une acheteuse potentielle sans lui donner les raisons. Et ce personnage a poursuivi, je dois dire, pendant toute l'écriture du Canapé Rouge et même après, et finalement j'ai cédé à la pression et j'ai eu envie d'écrire. Alors c'est pas forcément le même personnage, mais j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Qu'est-ce qui peut faire un attachement fou comme ça à un lieu, à une maison, en plus du fait que j'ai connu moi aussi des rapports comme ça difficiles avec une maison. Bon. Et qu'est-ce qu'il peut faire dans... Les livres s'enfantent parfois les uns les autres. Un livre en induit un autre qui va suivre. Et qu'est-ce qu'il peut faire dans La Petite Trotteuse qu'on soit finalement autant attaché à la montre de son père qu'on retrouve un jour? Ça, ce sont les hasards aussi de la vie. Certains romans sont aussi suscités par des expériences personnelles. Mais moi, mon propos, ça n'est jamais de raconter ma vie. Ça ne m'intéresse pas. D'abord, je la connais, et puis je m'ennuierai beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est qu'avec des expériences personnelles, de construire quelque chose qui soit lisible par d'autres gens. Qui traversent d'autres trajectoires, éventuellement d'autres vies, et qui soient un peu plus, j'allais dire universelles, modestement universelles. Voilà. Dans vos références littéraires, j'en retiens quelques-unes, Henri Calais, Emmanuel Bauve, Pierre Michon, Jean-Claude Pirotte, et Modiano pour ce dernier texte. Pourquoi? Alors on voit bien, J'aime bien les compagnonnages littéraires. C'est vrai que je les revendique, et j'aime bien écrire avec ça aussi. J'ai écrit un roman où il est très question de l'œuvre de Bassani, dans un certain Félonie. En tout cas, je lui ai emprunté un personnage dont on ne savait rien dans son texte, et auquel j'ai inventé une vie pendant la dernière guerre mondiale et la montée du fascisme à Ferrare. Et puis aussi dans La Petite Trotteuse, il y a un roman de Oden von Horvath, oui. Fils de notre temps, qui est un roman sublime que j'ai découvert au théâtre dans une adaptation, et qui est une sorte d'ombre qui rôde dans ce roman aussi. Et quant à Modiano, que j'aime depuis La Place de l'Étoile, depuis le premier roman, que j'aime infiniment, en tout cas sa littérature évidemment, il n'était pas du tout dans le projet de ce livre au début. Ça se fait partie des cadeaux que fait l'écriture. Chaque roman est une aventure. En fait, moi, mon roman, j'ai donc réfléchi pendant plusieurs mois, je prends des notes, j'écris... un roman, c'est 2/3 de notes et de rêveries autour d'une idée, et puis c'est 1/3 d'écriture. Et puis c'est une manière aussi que vous avez de laisser venir, c'est-à-dire que c'est ça, moi j'aime qu'un roman soit une errance, vous n'avez pas de discipline. Non, aucune discipline, j'ai horreur de me mettre à mon bureau tous les jours, il n'en est même pas question d'ailleurs, ni même de mettre un clavier, j'ai des carnets, des stylos, Et en fait, avant de mettre vraiment à l'écriture, très souvent je relis un de ces auteurs que vous avez cités, mais d'autres aussi. Et là, en toute innocence, je me suis dit que j'allais, un livre de Modiano. Et je n'arrivais pas à choisir, et je les ai tous sortis, et je les ai tous relus. Et je me suis fait un plaisir absolument magnifique, parce que relire un auteur que l'on aime à travers plusieurs romans de suite, c'est pas le lire de temps en temps, tous les 2 ans, quand il sort un roman. C'est vraiment être immergé dans un univers. Donc je dois dire, j'ai pris grand plaisir. le redonner. Et je me suis dit que cette femme, à votre plume défendante. Mais c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu une fulgurance à laquelle j'ai cédé. Cette femme qui est veilleuse de nuit au Magic Hotel, les nuits sont longues, elle s'ennuie, elle est dans une période de sa vie qui est un peu étrange. Elle est en rupture de ban, elle a quitté son amant qu'elle aime pourtant. Son appartement certainement bientôt, et elle s'installe sur cette frontière fragile et un peu périlleuse entre le réel et la fiction, et ça lui convient très bien, au point qu'elle emprunte un nom de personnage de Modiano et qu'elle surnomme son amant
aussi du nom d'un personnage de Modiano. Et du coup, je me suis dit que c'était ça. Il fallait aussi que je fasse ça. 1991, Modiano publie Fleurs de ruines, plateau de Bernard Rapp. Hein, c'était à l'époque Caractère, c'était en 91. C'est plutôt une rêverie sur Paris qui fait qu'évidemment, quand vous promenez comme ça, les souvenirs les rues, des tas de choses se sont passées dans certaines rues. Il y a des souvenirs qui se mélangent, des époques qui se mélangent, et sur la même rue ou sur la même avenue, et ce qui fait que tout se mélange. Oui, les parents, enfin même des gens, tout finit par se mélanger, mais il fait partie du décor, mais c'est pas uniquement axé sur... Non, bien sûr, mais c'est quand même pas un roman, vous en êtes d'accord? Vous diriez quoi, c'est un récit? Oui, c'est difficile. C'est une sorte de rêverie sur la... C'est une espèce de rêverie, une espèce sur une... Le roman, c'est difficile d'établir des gens, évidemment. Le roman, c'est que là, c'est un peu une sorte de déambulation. Modiano tel qu'en lui-même. Mais c'est magnifique. Parce et un mot central, c'est rêverie. Son écriture, voilà. Et ce qu'il dit sur les rues de Paris, en fait, quand j'ai tout relu, pour tout dire, j'ai fait ce que je fais faire à la narratrice. J'ai pris mon appareil photo, prise dans la nacelle de toute cette œuvre, et je suis allée chercher les innombrables hôtels de Modiano, tous des petits hôtels tout à fait modestes, dispatchés dans la ville. Les vieux bistrots dont il parle, je le soupçonnais d'avoir inventé le verse toujours. Et il a existé, Porte de Clignancourt, c'est le Royal Clignancourt maintenant. Je le soupçonnais d'avoir inventé le Muscadet Junior. J'avais raison, à moitié. Il y avait le Muscadet, mais il avait ajouté Junior. Et je me suis vraiment... J'ai pris un plaisir parce que visiter Paris, ou comme visiter Ferrare avec l'œuvre de Bassani, et revisiter Paris avec les romans de Modiano, c'est quelque chose qui est au-delà du bonheur, c'est magnifique. Avant la question suivante, je voudrais vous proposer quelque chose. Art Spiegelman. Art Spiegelman, c'est l'auteur de bande dessinée, prix Pulitzer 92 pour Maus, hein, cette fameuse bande dessinée qui faisait le récit de la déportation de son père. Il est à Paris avec la publication chez Casterman d'un certain nombre de facsimilés de ses carnets ou de ses dessins. Exposition aussi à la Galerie Martel. Et Lorenzo Ciavarini et Paul Albertini l'ont rencontré lors de son récent voyage à Paris. Et il évoque notamment son œuvre majeure, Maus, et son besoin de faire un détour par l'autobiographie pour pouvoir écrire et pour pouvoir créer. The only way I can understand the world is to start by saying, this is the way I understand the world. Even when I tried to talk about the death camps and whatever, it wouldn't have been possible for me to remove my story with my father, for example, from the story of World War II. I wouldn't know how to enter. I don't have that kind of Olympian, objective way of looking at the world. As a result, I am trapped with myself, and sometimes I feel genuinely trapped. Not just the self that wears a mouse mask, but myself. And I keep trying to make fictions, I keep trying to invent characters, and find that I cannot believe in the lies that I am creating unless I'm trying to tell something true, in which case it's very easy to lie. I never made Maus to be useful for anybody. I never thought I could make the world better by saying you must be nicer to other people, like a scolding parent or something. I made Maus to understand how the hell I got born when everything was working against it. Both my parents were supposed to be dead well before I got here, and I just didn't understand the world around me in a way that was I could continue with. It was just too unbearable unless I could try to understand what they went through. But the real goal in making Maus was just to tell a story worth telling in comics form that could be long enough to need a bookmark. The fact that it now has an afterlife is great for me because now it's used as a didactic tool, which means that the book stays in print.
Usually books have the shelf life of yogurt. Humour, hein, chez Spiegelman aussi. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez Alors, vu je de comprends cette... très mal l'anglais, mais j'ai cru comprendre, à moins que je ne me trompe, que lui aussi est obligé de passer par la fiction. Oui. Voilà, et je suis tout à fait d'accord. C'est sans doute à travers la fiction que je suis au plus près de moi. Certainement pas en parlant de moi. En même temps, comme il le dit aussi, avec évidemment ces éléments biographiques, autobiographiques qui sont... L'imaginaire est fabriqué, chaque imaginaire est fabriqué par les trajectoires individuelles, ce qui s'est passé avant, évidemment. Mais je crois que c'est Mauriac qui avait dit « seule la fiction ne ment pas ». Je crois que oui. Parce que tout d'un coup, l'imaginaire ouvre grand la porte de l'inconscient et on s'en rend compte quand on l'écrit. Michel Hebre, une dernière question. Est-ce que vous avez trouvé le grand soir aujourd'hui dans l'écriture? Parce que dans votre parcours, alors je disais qu'il y avait des proximités avec Anna Prucknall, hein, Anna Prucknall qui voit pendant la Deuxième Guerre mondiale son père assassiné par les nazis. Vous qui redécouvrez votre père à 3 ans et demi, mais c'est aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a eu tout cet engagement à l'extrême gauche. Et puis un jour, à 40 ans, vous vous découvrez auteur et vous avez besoin d'écrire d'abord des romans policiers. Ensuite, vous vous intéressez à la biographie de Victor Dojilda, qui est un Polonais. Grande rencontre. Grande rencontre. Hein, vous faites sa biographie et là vous entrez dans l'écriture avec aujourd'hui le canapé rouge, sur le sable, la petite trotteuse, etc. Et là on a l'impression que vous êtes à l'aise. Alors que tout cet engagement, c'était pas le grand soir. Or là, vous êtes dans le grand soir, me semble-t-il. C'est pas le grand soir, mais c'est pas d'abord parce que des idées ont été trahies qu'elles ne sont pas bonnes déjà. Donc c'est être vigilante, avoir un regard. Bien sûr, la situation a changé, la société a bougé, mais comment dire? Ce ne sont pas. Je pense pas que c'était des illusions. Je pense que c'était des véritables revendications. Je pense qu'il reste d'ailleurs des tas de choses de ces années-là, hein, quoi qu'on en dise. Il y a ceux qui les renient, tant pis pour eux. Je dis aussi, je fais dire à la narratrice que je plains ceux qui ne les ont pas eus, hein, et qui les fustigent. Quant à moi, je suis lucide, hein, je sais dans quelle situation on est. Mais il n'y a pas de désenchantement. Moi, je ne suis pas quelqu'un de désenchanté, non. Est-ce que vous avez un objet? Oui, j'ai un objet. Alors, cet objet, en fait, pourquoi j'ai apporté ça? D'abord parce que je le trouve très beau, mais c'est un objet que j'ai toujours vu depuis ma petite enfance sur le bureau de mon grand-père maternel, que ma grand-mère avait décoré en travaillant des feuilles d'étain. Et pourquoi cet objet, qui paraît un peu incongru, c'est parce que cet homme, mon grand-père maternel, je lui dois infiniment de choses. C'est pas quelqu'un de très bavard, mais je l'ai regardé vivre. J'ai fait des tas de choses avec lui. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a appris la rêverie, la flânerie, le beau silence de la lecture. D'autant plus qu'il n'y avait pas de livre chez mes parents et que ce sont eux qui m'ont donné les premières lectures. Et je me souviens très bien des auteurs que j'ai découverts chez eux. À 12 ans, je lisais Claudine à l'école, au grand désespoir de ma grand-mère. Et puis, je sais pas, à 14 ou 15, j'ai découvert Roger Martin Ducard. C'est une grande fresque des Thibauts, magnifique. Ah oui, et puis, il y avait Jules Romain dans leur bibliothèque. Il y avait Romain Roland, il y avait Anatole France, il y avait Gide. Donc, belle nourriture dans ma toute jeunesse. Et cet objet, c'est le seul objet que j'ai de lui, maintenant qu'il est mort il y a quand même pas mal d'années. Il est sur mon bureau, je ne m'en sers pas, même si j'écris encore au stylo à l'encre beaucoup, et un peu à l'ordinateur quand même. Je ne suis pas totalement à côté de la progrès, de la plaque. Oui. Mais je l'aime beaucoup, il est là, il est témoin de mon souvenir, de lui, et je le trouve très beau, voilà. Mémoire. Commentaire autour de la table? Est-ce que vous êtes au courant? Bon, je prépare une pièce d'un grand dramaturge polonais qui est traduit, il s'appelle Remigiusz Grzela, c'est Les chiens méchants. Je prépare. Et donc, on fait toc toc toc, comme ça par le... Il m'a dit,
est-ce que tu es au courant qu'elle a eu le Goncourt des étudiants polonais? Ça, je n'étais pas au courant. C'est vrai, oui. Oui, voilà. Félicitations. C'est à Cracovie, oui, absolument. Voilà. Oui. Et alors, c'est ça que je voulais dire aux spectateurs français, que quand même, elle avait son Goncourt. Bah, c'était le canapé rouge a été dans. C'était le canapé rouge, oui. Elle est évidemment dans les concourables. Messieurs, un commentaire sur le. Moi, je suis touché par cette idée d'errance, cette idée de prendre les choses comme ça, comme elles viennent, des références que vous utilisez, parce qu'on fonctionne. Moi, je fonctionne comme ça aussi, évidemment. Par des hybridations. Je crois qu'on n'écrit pas seul, on ne fait rien seul. Bien sûr, impossible, c'est impossible. Emmagasiner tout ce qu'on a lu avant. Moi, je sais que je dois beaucoup de choses à des tas d'auteurs et j'aime le dire et l'écrire. Ouais, puis c'est l'imaginaire. Surtout que ceux que vous citez ne sont pas les plus mauvais. Hein. Non. Bon. Jean-Louis Borello. Oui, et puis l'idée que pour les uns et pour les autres, le grand soir, c'était pas ce soir, c'était pas hier, mais c'est sûrement demain. Ou c'est Et peut-être on va maintenant. continuer à le préparer hier, aujourd'hui et demain. Mais par des toutes petites choses parfois. Mais changer le monde au cas par cas. Bien sûr. Heureusement, on a SOS. Ça y est. Vous êtes en voie de gourouisation. Oui, ça y est, oui, je vais essayer de résister. Je vais avoir du mal à résister. J'ai résisté à ça, mais vu par vous, ça va être compliqué. Mais nous, tous, c'est vraiment... Conseil de lecture pour terminer cette émission et conseil de cinéma. Mintre Ennui, rédactrice en chef du magazine littéraire, ce mois-ci consacré à Socrate, un maître à vivre, avec notamment un article sur Romain Gary, nous conseille un premier roman, ça s'appelle Le Japon n'existe pas, c'est de l'espagnol Alberto Torres Blandina, c'est publié chez Métayer. Le Japon n'existe pas, c'est un premier roman espagnol d'Alberto Torres Blandina. Et il nous propose une rencontre avec une sorte de Scheherazade, mais une Scheherazade qui se serait réincarnée dans le corps de Salvador, balayeur de son état, qui travaille dans un aéroport. Et le principal passe-temps en fait de Salvador, c'est d'aborder les uns et les autres après les avoir observés, de converser en fait avec les voyageurs et de leur raconter des dizaines et des dizaines d'histoires, des histoires plus folles les unes que les autres. Alors ça va être celle du poète finlandais qu'on a retrouvé mort dans un siège juste à côté d'eux, ou alors celle de l'homme à qui l'on a proposé de faire partie du club des désirs impossibles et qui a donc vu tous ses désirs se réaliser, ou encore celle de ce code international qui permettrait aux voyageurs solitaires dans les aéroports de se donner rendez-vous pour faire l'amour dans les toilettes. Ou bien encore, celle du Japon qui n'existe pas, parce que le Japon, ce serait un concept marketing qui a été inventé par les voyagistes et qui est vendu comme tel. En fait, toutes ces histoires forment un tissu où l'on ne distingue plus tellement le vrai du faux et où on ne sait plus si on est dans la fantaisie, la parabole ou alors dans un récit authentique. De fait, tous les protagonistes des histoires ne cessent de porter des masques. Ils changent de nom, ils changent d'identité. On ne sait jamais qui ils sont. Ils oublient qui ils sont aussi. Et finalement, peut-être qu'en définitive, Salvador nous fait davantage voyager que tous ces avions qui décollent sans cesse de l'aéroport. Voilà, il nous ouvre en fait les fenêtres sur une infinité de mondes. Et de manière symbolique, il est à noter que le Japon n'existe pas a reçu un prix, le prix Las Otrias, et ce prix consiste à être traduit et publié dans plusieurs pays, en l'occurrence l'Italie, la France, la Grèce et le Portugal. Le Japon n'existe pas, ceci n'est pas le Japon, ceci n'est pas une pipe. Moment musical avec Dominique A, place nettement à part évidemment sur la scène française, et un nouvel album qui vient de sortir, La musique et la matière. Immortel, extrait de l'émission, c'était en mai 2000. Pour Dominique A, et puis sachez qu'il y avait le festival Pocket Film 2009, c'est un festival qui est consacré aux films réalisés avec des téléphones portables. Et cette année, le premier prix est allé à Incident de Michael Spakowski. Encore un Polac. Non, il est anglais, hein. Naturalisé, peut-être. En fait, vous allez voir, on va vous montrer ce film. C'est un travelling d'1 minute 30. C'est réalisé dans une banlieue ordinaire. Et à un moment se passe un incident, une dispute violente et soudaine entre un homme et une femme. Voici donc le prix 2009 du festival Pocket Film.
Voilà, c'est à voir au Forum des Images à Paris et ceci était réalisé, je vous rappelle, avec un téléphone 3G. Toujours dans le cinéma, le film de Steve McQueen, c'est un homonyme Hunger, publié chez MK2, qui a eu le Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2008. C'est un film qui évoque la lutte des militants de l'IRA en 1980 contre l'occupation anglaise. Nous sommes en Irlande du Nord, on se souvient de la mort de Bobby Sands. C'est donc chez MK2. Je voulais vous signaler également Paria et la blessure, 2 DVD publiés chez Shellac sur le travail de Nicolas Klotz, travail qu'il réalise avec Elisabeth Perceval. La blessure, c'est sur l'immigration, sur le monde de l'immigration, et Paria, c'est sur le monde des SDF. 2 disques de bonus, 2 disques complets de bonus sur la manière de faire ces films et sur les situations qu'ils décrivent. Voilà, ceci c'est pour le cinéma. Avant de vous quitter en musique avec Mathias Errico, vous allez voir, c'est un clin d'œil, c'est amusant. Je voulais simplement vous signaler que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie aux États-Unis et que la Chine va changer prochainement dans sa manière de se débarrasser des asociaux, puisqu'elle a décidé de passer à l'injection létale et de ne plus fusiller ou de ne plus tirer d'une balle dans la tête. Pour un responsable de la Cour suprême chinoise, cette méthode est considérée comme plus humaine que l'exécution par balle, car elle réduit la peur et la souffrance des criminels. Voilà, c'est-à-dire, et c'est en Chine. Sachez qu'en France, il y a toujours autant de scandales et de surpopulation dans les prisons françaises, puisque au 1er mai de cette année, il y avait 63 397 détenus pour seulement 52 544 places opérationnelles, comme on dit. Voilà, Madame, merci. Merci de vos chansons, merci de votre écriture, merci messieurs à vous de votre engagement et de ce que vous nous proposez, Claude Lévesque. On se quitte avec Mathias Errico, ces 2 cousins nés à Mexico qui font sont des pop stars latino-américaines qui se retrouvent quelques années plus tard, qui se reforment en France, qui écrivent des chansons. Ceci n'est pas encore publié, mais ça va l'être. Il y aura d'autres titres. Vie tumultueuse. En voici un exemple. C'est on va dire quoi, le kitsch rock qui est né. Écoutez. Le jeu de mots de Rico ravissait la grande Zozo. Elle n'en avait jamais trop de son insatiable Hidalgo. Zozo s'enticha de Rico qu'elle pensait homo. Mathias passa des mois tourné autour du pot. Pendant que Rico astiquait les carreaux dans le sombre métro, son cousin Mathias ramassait les mégots, place du Trocadéro. Pendant que Rico astiquait les carreaux dans le sombre métro, son cousin Mathias ramassait les mégots, place du Trocadéro. Mathias aimait bien son Rico et aussi la grande Zozo. Il décida tout de go d'assumer ses 2 angelots. Zozo s'enticha les Rico qu'elle pensait homo. Mathias passa des mois tourné autour du pot. Pendant que Rico astiquait les carreaux dans le sombre métro, son cousin Mathias ramassait les mégots, place du Trocadéro. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Des mots de minuit
C'est aussi sur France2.fr. Samedi soir, Patrick Sabatier réunit l'élite de l'humour pour un show d'exception. Je suis ulcéré. Yes, we can. Que nous en France, c'est non, popo. Anne Romanoff, Laurent Gérard, Elie Semoun, Chevalier Las Palais, Marc Jolivet, Didier Bénureau et bien d'autres enchaînent leurs meilleurs sketchs. J'ai un copain qui s'appelle Martine, hein. Je vous ai réservé de très bonnes places. Les stars du rire, samedi soir sur France 2.